Hello à tous, je suis Loïc Audet, cofondateur d'ImoCities, l'investissement locatif clé en main. Je vous souhaite la bienvenue dans Club Deal, le podcast qui va vous aider, vous, investisseurs ou futurs investisseurs, à développer votre propre stratégie d'investissement immobilier. À travers des discussions auprès d'experts et de témoignages d'investisseurs, je vous donne toutes les clés pour réussir dans le monde merveilleux de l'immobilier et de l'investissement locatif. Mindset, financement, recherche de biens rentables, travaux, ameublement et gestion locative n'auront plus aucun secret pour vous. Si vous souhaitez discuter immobilier ou de tout autre sujet, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn. Bien entendu, toutes vos questions sont les bienvenues et c'est avec grand plaisir que je tâcherai d'y répondre. Chers investisseurs, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, la location saisonnière. Alors on le sait, l'année 2020 a été assez particulière avec ce Covid, mais malgré tout, on se rend compte qu'on arrive à remplir des appartements. Et aujourd'hui, pour nous en parler, je reçois Julien de Check My Guest. Alors, avant de parler de Check My Guest, j'aimerais que tu te présentes, toi et ton parcours. Ça marche. Bonjour Loïc, déjà. Merci de me recevoir. Donc Julien Madard, j'ai 31 ans. Alors j'ai un parcours un peu classique, si tu veux, j'ai fait prépa maths sup maths spé, ensuite j'ai fait Télécom Paris, une école d'ingé, et j'ai fait de la banque d'affaires chez Rothschild, j'ai fait des fusions-acquisitions pour avoir un peu une vue sur ce qui se fait sur les grosses boîtes et enfin les plus ou moins grosses boîtes, et j'y ai croisé des profils vraiment des experts dans leur domaine. Et après la banque, en fait, j'ai voulu apprendre d'autres choses et continuer mes études aux États-Unis pour avoir un point de vue un peu différent de ce qui se dit en Europe, notamment en économie, en finance et en business. T'as fait quelle école aux États-Unis ? Aux États-Unis, j'ai étudié à Columbia, okay. À New York. Et tu vois, c'est assez extraordinaire. Tu te retrouves avec des profs qui ont monté des business assez énormes, et t'es dans une classe de 20, tu vois, là où c'est pas forcément le cas en France ou en Europe, quoi. Ouais, sachant qu'aux États-Unis, t'as beaucoup de gars qui sont à l'école, qui sont déjà entrepreneurs, qui ont déjà entrepris, alors qu'en France, effectivement, c'est pas trop le... Exactement. Tu vois, en France, je peux parler de mon école, mais tu vois, on a en maths, en physique, dans les aspects très théoriques, on est assez puissant, on est plutôt très bien classé, mais en business, clairement, on a un gap avec les US où tu peux avoir un prof qui a monté une boîte à 10 milliards et qui est introduit en bourse et qui vient de donner un cours devant 22 gars de 25 ans, tu vois. Donc, ouais. Ça arrive un peu plus rarement ici. Et donc, ça m'a donné une vue et une envie d'entreprendre assez puissante. Et quand je suis revenu à Paris, j'avais envie de créer un business ou de scaler des business surtout. Et donc, j'ai rejoint une première boîte qui travaille beaucoup avec l'Afrique. C'était une toute petite boîte qui faisait un peu moins de 800 000 euros de chiffre d'affaires. Et le gars me dit, écoute, viens digitaliser le business, je m'y connais pas, tu rentres associé avec moi et on essaye de pousser le truc. Donc, j'ai rejoint la structure. C'était quoi? C'était dans quel domaine? Alors, en fait, on fabrique des tissus avec des capacités de chaleur. Donc, quand tu les portes, t'as moins chaud. Et on vendait ça majoritairement en Afrique. Ok. En Afrique subsaharienne. Et donc, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment un business de niche, tu vois. Ouais. Et l'idée, c'est que il y avait tout à faire. Donc, c'était un vrai petit labo de business où tu pouvais enfin mettre les mains dans le cambouis et faire monter le business, quoi. Donc, donc, c'était ultra intéressant comme expérience, et on a multiplié le chiffre d'affaires par 15 en 4-5 ans. Donc, plutôt une très belle expérience. Et moi, je suis un peu un touche-à-tout, donc j'aime bien apprendre et voir d'autres trucs. Et donc là, fort un peu de cette expérience-là, j'ai un gars qui s'appelle Clark qui me dit, écoute, moi, je monte un e-commerce, est-ce que tu veux pas venir m'aider à pousser aussi pousser le truc, tu vois. Donc, je lui dis, ok, donc il monte un e-commerce de chaussures. Pareil, il y a 4-5 ans. Et je le rejoins en tant que co-founder pour structurer la techno, marketing, enfin pas mal de trucs. Et voilà, j'ai continué un peu toujours dans cette idée d'entreprendre et d'investir. Donc j'avais aussi l'investissement en tête, et j'ai monté un petit club deal avec un pote de Rothschild où on investissait dans des petites boîtes, tu vois, pour les aider à grossir. En série A, plutôt seed, tu vois, très early, avec l'idée et l'ambition de leur ouvrir un peu notre savoir-faire et notre carnet d'adresses sur des sujets business. Et donc, tu vois, on a investi par exemple dans Payplug, qui a été racheté par la banque BPCE. On a investi dans Isée, qui a été racheté par Etam. On a fait quelques petits deals sympathiques comme ça. Et à côté de ça, j'ai toujours aimé l'immobilier. Donc, j'en ai fait dès le début avec mon frère. On achetait des locaux commerciaux, on les refaisait, on les louait pour aller chercher un peu des rentabilités. Et l'idée, c'est
moi, j'aime toujours présenter des dossiers un peu complets, un peu d'experts, pour aller convaincre les banques. Et au début, on n'avait pas d'argent. Moi, je gagnais à peine ma vie. Mon frère, il était interne aux hôpitaux de Paris. Il gagnait 250 € par mois, tu vois. Donc, fallait aller trouver des banquiers qui nous faisaient confiance. Ouais, tu m'étonnes. Aujourd'hui, ça serait compliqué. C'est ça. Ça serait peut-être plus compliqué qu'il y a 4-5 ans. Et tu vois, on en a fait une dizaine comme ça au début. Ouais. Donc, vous avez acheté en propre des locaux commerciaux financés à 100%. C'est ça, exactement. Avec très, très, très peu d'equity. On allait voir plein de banques en même temps. Enfin bon. Ouais. Et je leur présentais un dossier à la Rothschild, tu vois, pour que ça passe, que ça masque un peu notre état financier, quoi. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a construit le truc. Et là s'ouvre un peu la troisième page entrepreneuriale de ma vie où je rencontre fin d'été 2017, Kevin et Geoffrey, donc Kevin Cohen et Geoffrey Isbia. Et ils me disent, écoute, tu fais quoi en IMO? Donc je explique que je fais les locaux commerciaux, des murs de resto, des murs de supermarchés, de cliniques, etc. Et il me dit, t'as quoi comme renta? Moi, je lui dis, écoute, j'arrive à faire 7,5, 8, tu vois, en me bagarrant bien. Il me dit, tu devrais tester le Airbnb. Maintenant, il y a un angle 100% légal et réglementé. Teste. Donc, je rentre à Paris. Je dis, je suis pas plus con qu'un autre, j'y vais. Donc, j'achète un premier plateau avec mon frère. On divise 140 mètres carrés en 3 appartes. Et là, je vois qu'on fait 15% de renta, quoi. Le truc magique, quoi. Collé à la place de la République, enfin, tu vois. Et donc là, je comprends qu'il y a un truc. Je me dis, OK, faut accélérer. Eux, c'était encore une petite structure. Là, c'était quoi, en 2016? 2017. 2017. Ouais, j'ai commencé pareil, la même chose. On a commencé à tester en 2016 et c'était la folie. En fait, c'était juste après que la réglementation se précise, ça s'est un peu éclairci. Hein. Exactement. C'est au moment où en gros, tout a basculé, où ça commençait à se professionnaliser parce que ça devenait n'importe quoi. Exactement. Ça devenait n'importe quoi. Et en fait, Check My Guest avait un angle 100% légal. Et quand tu investis en immobilier, tu peux pas avoir une épée de Damoclès juridique au-dessus de toi en disant, en fait, dans 2 ans, si ça change, qu'est-ce que je fais? Non, tu prends des crédits à 15-20 ans. Donc, faut que tu aies une visibilité juridique sur tes opérations, quoi. Sinon, sur tes loyers, sinon c'est pas possible. Et donc là, je comprends vite qu'on a des choses à s'apporter mutuellement. Et donc, je leur dis, les gars, Kev, t'es un excellent business developer. Geoffrey, t'es ultra process et c'est toi qui fais un peu tourner la machine opérationnelle. Mais je sentais qu'il me manquait un peu l'ambition de la scalabilité et de la techno, tu vois. Et c'est là où on devient associé, on s'associe et on se dit, en fait, on va aller chercher la techno pour être vraiment complètement intégré. Et donc, on va lever des fonds. Et donc là, on mène un tour 1 an et demi après ça auprès d'Entrepreneur Ventures. Donc, la boîte s'appelle Check My Guest. On lève auprès d'Entrepreneur Ventures et Bertrand Follier, un gars que je conseille et qui est extraordinaire, qui est le patron du fonds. Et si t'as pas envie de trop te diluer dans ta startup, c'est vraiment un mec qu'il faut aller voir, quoi. Ok. Merci pour l'adresse, au cas où. Exactement, vous pouvez le trouver assez facilement. Et donc, du coup, avec la mission de créer notre propre tech et de passer d'une centaine d'actifs à 500 ou 1000 actifs sous gestion, quoi. Ouais. Mais pour ça, il fallait vraiment une technologie adaptée à ça, quoi. Avant de parler de la techno, déjà, à ce moment-là, donc là, on est en 2017 au final, à peu près, il y avait déjà dans les tuyaux, t'avais des conciergeries, ça existait, quoi. C'est pas la première conciergerie, ça existait déjà. T'avais Lucky, t'avais, il y en a d'autres, après, je peux citer. Enfin, il y en a plein d'autres, mais il y avait grosses. Il y avait pas de concierge. En fait, nous, notre particularité, on est parti du constat suivant. On s'est dit, OK, le Airbnb, ça va changer la manière de voyager, l'hospitality en général. Parce que toi, moi j'ai des enfants, on est 4, on voyage à Paris, on préfère aller dans un appartement refait à neuf, design, avec une cuisine, un espace commun, plutôt que 2 chambres d'hôtel de 10 mètres carrés, pas forcément au même étage. Oui, avec la porte qui communique. Avec la porte qui communique, etc. Donc, tu vois, on sentait le truc côté voyageur, et côté investisseur ou propriétaire, ça partait dans tous les sens. Il y en a qui en usaient, qui en abusaient, donc en fait, n'importe quel appart devenait une chambre d'hôtel, et on voyait bien qu'il y avait une réglementation qui allait se durcir. Donc, on s'est dit, attaquons directement avec l'angle de la réglementation. Donc, si tu veux que je rappelle la réglementation, je peux le faire rapidement. Ouais, on va rappeler rapidement, on peut pas faire n'importe quoi. Voilà, on peut pas faire n'importe quoi. Il faut distinguer 2 usages. Donc, l'usage d'habitation et l'usage de autre que l'habitation. Donc, l'habitation, ça regroupe les résidences principales, les résidences secondaires, par exemple. Donc, résidence principale, vous avez le droit de faire du Airbnb en dessous de 120 jours. Et résidence secondaire, vous n'avez pas le droit de faire du Airbnb dans les villes de plus de 120 000 habitants. Plus de 200 000 habitants, pardon. Et après, il y a tout ce qui est non-habitation. Donc, bureaux, locaux commerciaux, entrepôts, etc. Et là, vous pouvez demander un changement de destination auprès de la mairie pour pouvoir avoir une destination d'hébergement hôtelier. Et là, vous devenez 100% légal et vous pouvez
exploiter votre local sur 15, 10 ou 20 ans, enfin peu importe, mais vous êtes complètement sécurisé juridiquement. Et en fait, c'est cet angle-là qu'on a attaqué, et il n'y avait pas de compétiteurs qui faisaient que ça. Nous, on faisait que ça. Donc en fait, on avait 50% de nos appels, c'était pour gérer des habitations. Je pars en vacances 3 mois, 2 mois, est-ce que vous pouvez me gérer? Nous, on refusait en fait. Ces actifs-là ne nous intéressaient pas. Nous, on veut des actifs de professionnels, enfin des particuliers d'ailleurs, ou des institutionnels, mais qui tournent 365 jours par an. Oui, pas 30 jours, pas 20 jours, pas juste en août, pas juste aux vacances de décembre, etc. Donc ça a été vraiment l'angle et la mission en fait de Check My Guest. Et derrière, en fait, on voulait réunir un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la nouvelle manière de consommer le voyage et la nouvelle manière d'investir avec des rendements plus élevés. Aussi, bon, oui, les deux, c'est mieux. Voilà, c'est ça. Du coup, le virage technologique, parce que bon, il y a le Airbnb pour ceux qui le pratiquent, il y a toujours les galères habituelles, c'est le check-in. Donc, en gros, il faut être là quand tes voyageurs arrivent, et puis c'est un peu incertain entre le moment où ils atterrissent à Roissy et le moment où ils arrivent, s'ils se perdent pas en cours de route. Bon, bref, ça, c'est des choses qui arrivent. Ou le check-out avec toutes les difficultés que ça engendre, ou même après un peu pour assurer le SAV sur place, c'est extrêmement compliqué pour l'avoir vécu. Des appels à 4h du matin pour dire j'ai paumé la clé, je me suis fait voler mon sac, etc. Enfin, très compliqué. Ça arrive. Ouais, non, mais des trucs. Oui, voilà. Enfin, des trucs abominables qui arrivent malheureusement. Donc là, je pense que ce virage technologique, il est là pour répondre à cette problématique-là, et notamment, enfin, tiens aussi, comment marche la plaque de cuisson. Tu vois, il est minuit, t'as d'autres choses à foutre qu'expliquer à ton locataire comment ça marche, quoi. T'appuies sur on, mais faut l'expliquer. Et ça, je crois que vous avez fait un travail sur ces 3 volets, donc l'arrivée, le SAV lorsque le locataire est en place et le check-out. Peut-être tu peux nous en parler. On va peut-être commencer par le check-in. Je vais commencer par le début. C'est-à-dire, il y a 2 ans, on n'avait pas de techno et on va lever des fonds. Et là, en septembre, donc 2 mois après notre levée de fonds, on voit que BNB Sitter, qui est un acteur historique, qui avait peut-être 6 ans ou 7 ans d'historique dans le Airbnb et qui était vraiment une boîte techno. Tu vois, ils avaient jusqu'à 30 développeurs à un moment. Et ils sont en train de céder leur boîte. Et là, on voit que tu as tout le marché qui fait une offre. En gros, tu as toutes les conciergeries, tu as Lucky racheté déjà par Airbnb, tu as d'autres, etc. Et nous, on appelle les 2 fondateurs, Piero et Biagio, qui sont 2 gars extraordinaires en produits, tu vois, en techno. Et on leur dit, rejoignez-nous et on va créer ce que vous n'avez pas fait chez BNB Sitter. Et là, ils nous rejoignent et finalement, en 1 an, on sort une techno qui nous a permis d'être scalable et de pouvoir gérer 500, 1000, 10 000 logements. Parce que sinon, comme tu le dis, gérer les arrivées au téléphone à 3h du matin, le gars qui n'arrive pas à rentrer, le gars qui se trompe de porte, c'est faisable sur 20 appartes, sur 30 appartes, mais sur 500, sur 1000 appartes, c'est impossible. Ouais. Donc on s'est dit, c'est soit on disrupte ce truc, ou soit on n'arrivera jamais en fait à gérer plusieurs milliers d'appartements qui tournent 365 jours par an. Pour te donner un exemple, en 2019, on a reçu 250 000 voyageurs. Tu vois, 250 000 voyageurs, tu t'imagines ce que ça implique en gestion. Et donc, comment on y arrive à cette gestion qui est très techno? Premièrement, serrure connectée. Donc, nous, on travaille avec Nucky. Et si tu veux, ça nous permet d'avoir un visuel sur qui rentre dans l'appart, à quelle heure, changer les codes en permanence, d'ouvrir à distance. Tu peux ouvrir la porte avec ton téléphone. Donc, t'arrives, t'as envie de parler à personne, t'as envie d'être Covid-friendly et de pas avoir de checking manuel où tu rencontres quelqu'un. T'as tous tes accès qui sont envoyés par WhatsApp avec une vidéo de où se trouve l'appartement. Comme ça, t'as pas d'erreur, en fait. Donc, tu passes, tu vois le gars qui avance avec sa vidéo et qui rentre dans la cour, qui monte au deuxième, qui fait le code sur la poignée. Enfin, voilà. On a essayé de résoudre tous les points problématiques de l'arrivée d'un voyageur. Et grâce à Nucky, on a pu le faire intégrer avec notre système. Ça fait gagner un temps monstrueux aux équipes. Et surtout, l'expérience voyageur, elle est ultra améliorée, quoi. Oui, lui, il n'y a pas besoin de... Par la personne, il reçoit tout en WhatsApp. Avant, c'était par mail, mais tu vois que les mails, en fait, ça arrive 1 fois sur 2 dans les spams avec les étrangers, etc. Donc, WhatsApp, tout le monde là, ça marche pour tout le monde. Tu reçois ta vidéo de ton truc et c'est parfait, quoi. Ensuite, t'as le deuxième point, c'est j'arrive pas à faire marcher la clim, j'arrive pas à faire marcher la plaque de cuisson. Donc on voyait les gars chez nous au front, tout est intégré chez nous. Donc notre front desk est intégré, notre ménage est intégré, la maintenance est intégrée, pouvoir avoir un suivi. Parce que quand tu passes par des sociétés externes, en fait t'as pas ton état des lieux qui est fait correctement, ça change toujours de prestataire, etc. pour le même appart. Donc
t'as pas du tout la vue dans l'appart. Tu vois. Et ça, c'est un vrai problème. Bon, ça, peut-être on va en reparler, mais effectivement, t'as la problématique du ménage. Quand tu fais appel à une société externe, effectivement, c'est pas la même chose. Déjà, ça tourne. Donc, t'as jamais la même personne qui perd un temps fou. Et que là, en ayant toujours les mêmes personnes qui font le ménage en permanence, elle peut aller plus vite. Un peu comme dans la chambre d'hôtel, au final. C'est exactement ça. Nous, les gens qui font le ménage chez nous, c'est des CDI, ils sont en interne. Ils font l'état des lieux quand ils font le ménage. Donc, ils connaissent par cœur l'appart. Ils ont toujours les mêmes apparts. Donc, ils ont des petits clusters de 20 ou 30 apparts sur le même quartier pour se déplacer à pied rapidement. Et ils connaissent l'appartement par cœur. Donc, dès qu'il manque le moindre truc, la plante, un pot, quelque chose, ils voient, ils nous envoient. Et nous, derrière, ça nous permet de soit charger le voyageur s'il a cassé quelque chose, par exemple, et de le faire sans en avertir le propriétaire. Pour que il nous a rendu un appart dans un état X, on lui rend l'appart dans un état X 1 an, 2 ans, 4 ans, 10 ans plus tard, sans qu'il ait le moindre truc à faire. Tu vois. Parenthèse sur le ménage. Mais et donc, tu vois, le problème classique, c'est comment je fais marcher de l'électroménager quand je suis mexicain et que je sais pas comment fonctionne, je me tape pas la notice. Et donc, ce qu'on a fait, en fait, on a envoyé nos équipes dans tous les apparts pour filmer pendant 4 heures, une demi-journée à peu près, dans chaque appart, pour filmer tous les équipements et comment ils fonctionnent. Donc, en fait, t'as nos gars qui viennent et qui se filment en train de faire marcher la clim, en train de faire marcher la plaque de cuisson. Et on a stocké ça en base. Et dès qu'on a le moindre problème, bonjour, j'ai un message, j'arrive pas à faire marcher la clim, on lui envoie la vidéo. Juste de la clim. Donc, le gars, juste de la clim. Donc, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la télécommande, il appuie sur le bouton, il voit que ça fonctionne. Donc, si tu veux, un truc qui prenait parfois 10, 15, 20 minutes à montrer en FaceTime avec un de nos gars chez nous, bah, ça a rien à voir, quoi. Ça prend 10 secondes. Ouais, tu lui envoies, tu mets à la limite recherche par mots-clés, clim, tu envoies la clim. Et tu vois, là, on est en train de développer une appli avec déjà les vidéos rentrées dans l'appli. Ouais, déjà uploadées. Tu peux toi-même chercher, ah bah, tiens, j'arrive pas à faire marcher Netflix sur le truc, comment je fais? Bah, ok, voilà. Et t'as tout sans appeler, sans faire, ni même nous déranger, tu vois. Et ça, pareil, en tant qu'expérience voyageur, c'est juste ultra agréable, quoi. Oui, et puis, bah après, ça, même je pense que pour les locataires, c'est sympa parce que j'ai remarqué un truc quand on louait nos appartements Airbnb, quand on le faisait à la mano au début. Sur Airbnb, on a plusieurs notes, dont notamment pour la partie accueil. Alors, la partie accueil, c'était là où on avait la meilleure note, alors qu'on n'était pas là. C'est quand même de la folie. En gros, ce qu'ils appréciaient, c'est le fait qu'on soit pas là, en fait, que, tu vois, toute la partie bonjour, je porte votre valise, etc. En fait, ils s'en foutent. Et ils ont pas envie d'attendre. Parfois, t'es bloqué dans les transports, t'as un truc, donc le mec, il va attendre 10, 15, 20 minutes. Pour peu qu'il fasse un peu froid, enfin voilà, tout de suite, l'expérience d'accueil, elle est ratée, en fait. Oui. Donc, quand t'arrives avec une vidéo de l'appart et du parcours et ton code, et que tu peux même appuyer, on a un lien, t'appuies, la porte elle s'ouvre. Bon, bah, je pense que t'as gagné, quoi. Ouais, complètement. Est-ce que vous avez réussi à craquer le problème des interphones? Ouais, on a craqué le problème des interphones. Alors, ça, nous, on a un gars chez nous, le CTO, qui s'appelle Simon, et on a appelé donc on a créé une petite puce, en fait. C'est un petit Raspberry Pi qu'on a programmé, on a mis une petite techno 4G. Et en gros, quand tu sonnes un interphone, ça vient chez nous et ça nous permet d'ouvrir. Donc ça a été un gros pain point, un gros problème pour nos propriétaires parce qu'il faut récupérer un badge, c'est un enfer. Et donc on a appelé l'Intersim. Le mec s'appelle Simon et là, on a équipé tous les apparts qui posent problème. Mais ça, c'est vraiment de la techno. On est en train de déposer un brevet. Tu vois, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout la capacité de faire il y a 2-3 ans. Donc en gros, quand tu sonnes tu sonnes sur l'interphone en bas de l'immeuble, ça appelle chez toi. Et du coup, toi, tu peux l'ouvrir à distance, quoi. Alors, t'as ça, tu peux l'ouvrir à distance. Et le deuxième truc, c'est que on peut mettre un lien directement dans le mail d'accueil qu'on a envoyé au voyageur qui permet d'ouvrir l'interphone. Ok, c'est bon. Parce qu'en fait, l'interphone est connecté en 4G. Donc, si le gars a Internet en bas, si le voyageur a Internet en bas, c'est bon, ça fonctionne. D'accord. Comme ça, c'est la folie. Ça, il faut le vendre, ce truc-là. On est en train de le breveter. Ouais, il y en a plein qui le veulent. Ouais, parce que ça résout quand même beaucoup de problèmes. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand t'as pas ce genre d'outil, bah, le voyageur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il sonne à plusieurs interphones. Et donc, il fait chier les copropriétaires et après tu te retrouves avec une résolution dans l'AG pour dire je ne veux plus de. Exactement, c'est exactement ça. Et nous, tu vois, le business du Airbnb, on le veut durable. Donc en fait, si tu as des problèmes avec tes copropriétaires, bah ça sera pas durable parce que ils vont t'embêter dans les AG, ils vont t'harceler de mails et tout. Donc plus tu as une expérience voyageur qui est agréable, qui est facile, qui est fluide et qui n'embête pas les copropriétaires,
plus ton investissement il est durable. En fait. Et tu vois, typiquement en ce moment, on a un gros problème de... tu t'imagines, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de café, il n'y a pas de resto, donc les gens louent des Airbnb pour faire des fêtes. Comment on peut régler ce problème? Donc, déjà, on fait un très gros check sur qui vient dans l'appart. Voilà, si t'as pas de commentaires, t'as pas de commentaires sur Airbnb, tu viens de créer ton compte, ça fait un peu peur. On fait des checks aussi réseaux sociaux pour voir si les gars existent vraiment, c'est pas de la fraude. Et là, on est en train de mettre des capteurs de bruit pour, dès que ça dépasse un certain volume, alerter le voyageur, envoyer quelqu'un s'il faut sur place, tu vois, pour gêner le moins possible les voisins. Parce que sinon, en fait, ton investissement, il est pas durable. Ouais, parce que et t'as le droit de mettre parce que bon, au final c'est un peu tu pourrais écouter ce que disent les gens, quoi. C'est pas un micro, en fait c'est un capteur de bruit. Donc t'as juste ton nombre de décibels en fait, tu vois, qui s'affiche, c'est tout. Donc c'est pas un micro évidemment, faut que ça soit RGPD cohérent et non, d'ailleurs c'est une boîte qui fait ça. En fait, soit on va le faire nous, soit on va le faire via une boîte, mais en tout cas, ça fonctionne et c'est déjà dans c'est plugué avec Airbnb, donc il n'y a aucun problème de privacy. Ouais, parce que du coup, même lui, ça affiche peut-être chez lui là. Non, ça n'affiche pas, mais lui, il reçoit un message dans Airbnb qui pour lui dire de faire moins de bruit, de respecter les voisins, sinon on va devoir envoyer quelqu'un, quoi. Voilà. D'accord. Pour faire cesser les nuisances. Ouais. Ok. Bon, et en ce moment là, donc du coup, t'as une petite parenthèse Covid là. Tu disais, pendant le Covid, maintenant, c'est on loue des apparts Airbnb pour faire la teuf, quoi. Alors, ça arrive. On généralise pas, mais c'est sûr que avant t'en avais un par an, le 31 décembre. Maintenant, c'est sûr que t'en as plus parce que les jeunes cherchent des échappatoires, tu vois, et à se réunir dans des apparts, c'est toujours plus sympa que rester à la maison et d'être un peu enfermé. Donc, ça arrive. Nous, on le tolère pas dans nos appartements parce que ça crée forcément des dommages et des problèmes avec la copropriété. Donc, on fait des gros checks à l'entrée pour éviter cela. Et tu vois, il y a 95% des problèmes qu'on évite. Oui. Mais on a hâte, comme tout le monde, que les restos, les boîtes, les cafés réouvrent pour avoir des clientèle plus normale, plus normalisée. Du coup, la petite le Covid là, j'ai cru comprendre que effectivement, au début du Covid, mais plus rien. Après, on a eu une période effectivement assez hallucinante, mois de juillet, août, où il n'y avait plus un truc à louer, quoi. C'était la folie. Ça s'est un peu calmé avec l'annonce du deuxième confinement. C'est quoi ton retour là-dessus sur l'ensemble de la période? Il y a deux trucs. Il faut distinguer vraiment deux choses, le court terme et le long terme. On va parler du court terme. Je vais te donner des chiffres. Si tu veux, en 2019, notre taux d'occupation, c'était 85% en moyenne. Notre prix moyen, on était à 129 € par nuit. La nuit. Aujourd'hui, le taux d'occupation, là, à l'heure où je te parle, ce soir, il doit être à 65% de taux d'occupation. Il est déjà remonté. Il est déjà remonté. Bon, t'as eu les 2 mois de confinement très durs, mars-avril, où on était autour de 15%. Donc là, c'était vraiment catastrophique. Oui, il n'y a plus rien. Et après, c'est monté crescendo, en fait, à partir du déconfinement jusqu'à fin de l'année. C'est monté de 15 jusqu'à 40, 50 et pour arriver à 60, 65% de taux de remplissage. Mais il faut comprendre que pour arriver à des taux de remplissage qui sont quand même assez élevés, on a dû baisser les prix. Donc, tu vois, on a baissé les prix entre 30 et 40% suivant les tailles d'appartements. Donc, les petits apparts continuent à se louer correctement. Donc, on a baissé plutôt entre 25 et 30. Et les grands apparts, on a dû baisser autour de 40% les prix. Ok. Donc, si on résume, un investisseur chez nous qui faisait 10 000 € par an de chiffre d'affaires, il va faire 5 000 € par an de chiffre d'affaires. Donc, il a divisé à peu près par 2 son rendement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en 2019, le rendement moyen des clients chez nous, c'était autour de 10%. Donc, ils sont passés à un rendement de 4,5-5, tu vois, entre 4,5 et 5,5%. Sur l'immobilier, quoi. Donc, c'est pas catastrophique. Alors, c'est pas du tout notre objectif de rentabilité sur les actifs qu'on gère, mais ça reste correct. On n'est pas passé à 1,5%, tu vois. Oui. Donc, il y a encore des Airbnb qui se louent. Ça, c'est le premier truc. Donc, voilà les chiffres. Le second truc pour les investisseurs, c'est que les banques ont joué le jeu. Donc, tu sais que de plein droit, on avait le droit de décaler de 6 mois ses crédits. Et quand tu as fait un changement de destination et que tu as un hébergement hôtelier, tu avais le droit à 1 an. Donc, en fait, les crédits, là, vont commencer à redémarrer à partir de mars-avril. Mais pendant de mars 2020 à mars 2021, nous, on a continué à exploiter. Donc, en fait, ils ont thésaurisé comme jamais. Ils ont thésaurisé comme jamais. Donc, ils ont du cash pour justement voir la suite arriver. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point,
c'est qu'en fait, la location courte durée, c'est une activité commerciale. Donc, quand tu loges ton actif dans une SAS ou une SARL, bah, t'as le droit, en fait, aux aides d'État. Donc, si ton chiffre d'affaires, il a baissé de plus de 50%, ce qui a été le cas quand même pour de nombreux investisseurs, bah, ils ont le droit jusqu'à 10 000 € d'aide d'État du Fonds de solidarité. Et donc, ça permet aussi d'amortir le choc. Voilà. Donc, ça a été vraiment le triptyque. Nous, on a continué à exploiter avec des taux qui sont pas catastrophiques. Deuxièmement, les banques ont joué le jeu. Et troisièmement, l'État a joué le jeu. Ouais, donc au final, ça sur le court terme, ouais. c'est sûr qu'il y a eu un impact. Enfin, tu vois, mais on s'est quand même tapé la plus grave crise du tourisme depuis un siècle. Donc, c'est pas si catastrophique que ça. Ouais, complètement. Maintenant, pour moi, le vrai point qu'il faut voir et la vraie perspective, c'est le long terme. C'est-à-dire, long terme, qu'est-ce qui se passe? C'est que, premièrement, t'as donc les résidences principales qui sont en dessous des 120 jours. Donc, ces gens-là qui partaient en vacances et qui louaient sur Airbnb, bah, ils l'ont fait beaucoup moins en 2020 et potentiellement qui vont le faire encore moins les années suivantes en se disant est-ce que j'ai envie d'avoir quelqu'un chez moi, etc., avec les problèmes sanitaires. Donc, tu vois, ça va enlever une partie de l'offre. Ensuite, tu avais les résidences principales qui respectaient pas les conditions des 120 jours, donc qui étaient au-dessus des 120 jours. Et il y a eu la Cour de justice européenne qui a traité le point et qui a validé l'amende de 50 000 € de la mairie de Paris. Donc, ces gens-là, ils prenaient le risque, si on veut, parce que le rendement était élevé. Ouais. Mais aujourd'hui que le rendement a été divisé par 2, ils se disent, bon, bah, en fait, je prends plus le risque, quoi, j'arrête. Ouais, ça sert à rien. Donc, ou sinon, j'arrête, ça sert plus à rien. Mm-hmm. J'ai me taper 50 000 € d'amende. Il n'y a plus de touristes. Pourquoi je vais là-dedans? Donc, pareil, ça enlève de l'offre. Et le troisième point, c'est les résidences secondaires, qui étaient complètement illégales, cette fois. Bah là, ce qui s'est passé, c'est que les gens les ont. Faut savoir que Airbnb balançait tous ces personnes, même qui ont entre, je sais pas, 2015, 2016, 2017, tous ceux qui ont fait du Airbnb sans déclarer, parce qu'après c'était un sport aussi. Ils ont reçu la petite lettre à la maison qui va bien, en leur demandant tant, voilà. Apparemment, vous avez reçu des revenus locatifs. Ah bah, vous avez peut-être oublié, sauf erreur de notre part. Ouais. T'avais le problème fiscal et t'avais le problème de l'urbanisme où tu pouvais avoir une amende de 50 000 €. Alors, il y a eu un moment où il y avait un flou juridique et ça devait être traité par la Cour de justice. Donc, t'as plein de gens qui ont pris le risque et se disant, bon, en attendant que ça soit tranché, bah, moi, j'y vais. Ouais. Mais maintenant, c'est tranché. Et maintenant, si tu veux, la mairie a contraint même Airbnb, là, il y a quelques jours, de ne plus autoriser de mettre des annonces sans numéro d'enregistrement. Donc, en fait, tout de suite, on sait si c'est une résidence principale ou une résidence secondaire. Ok. Donc, t'as plus du tout cette possibilité de tricher. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, là, les trois types d'actifs dont je te parle, c'est 80% des annonces sur les 65 000 annonces à Paris. Donc, les mauvaises, enfin, les annonces qui sont pas dans les clous. Ok. En fait, tu vois. Donc c'est-à-dire le 65% des annonces que je peux voir aujourd'hui sur Airbnb, enfin en tout cas jusqu'à présent, peut-être moins aujourd'hui avec le Covid, mais a priori c'était ça. Ouais, 80% des 65 000 annonces. Okay. Donc c'est énorme en fait. Ouais. Et en fait, si tu veux, le Covid va assainir le marché et tu vas avoir une vraie gestion de professionnels avec des actifs qui sont commerciaux. Et nous, on n'avait pas envie. Enfin, on sait l'impact que ça a à Airbnb. Ça fait augmenter le prix du foncier. Donc, je suis parisien, je sais le prix que ça coûte de se loger à Paris. Et on n'avait pas du tout l'envie de faire un business qui contribue à cette éviction des habitants. Donc, nous, notre focus, il a été sur les locaux commerciaux ou les bureaux et qui ont été plus difficiles, notamment en période de crise, à se louer. Donc, si tu veux, sur le long terme, là, on n'a jamais vu autant d'acteurs institutionnels venir nous voir en nous disant bah, j'ai un problème sur les bureaux, ça se loue moins à cause du télétravail, à cause des nouveaux usages, etc. Les entreprises ont besoin de moins de surface. Comment vous pouvez transformer mon immeuble de bureau, mon plateau de bureau, dans de la location, en location saisonnière? On n'a jamais eu autant de gens qui viennent nous voir là-dessus, alors qu'on est en pleine crise du Covid. Ouais, parce qu'ils se disent, bah, le temps que je transforme, j'ai 1 an et demi de travaux. D'ici là, je serai sorti de la crise. Et la vision, la vision qu'on a, c'est que tout le monde veut un jour venir visiter Paris. Et pour les 100 prochaines années, c'est la même chose. Tu vois. Donc, alors que le bureau, il peut avoir un vrai impact Covid long terme, durable. Ce qu'on pense pas, en fait, sur notre classe d'actifs. Mais c'est vrai que le bureau, là, enfin, je remarque quelque chose, c'est que moi, je pensais que le prix, alors déjà, il y a plusieurs étapes. C'est que quand le Airbnb tendait à se professionnaliser, c'est-à-dire qu'on a obligé un peu les gens à acheter des locaux commerciaux pour en faire du Airbnb, bon, ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais quand tu cherchais des Airbnb, bah, je peux t'assurer que
les propriétaires de locaux commerciaux étaient tout à fait au courant que leur local pourrait être prochainement loué en Airbnb. Donc, ils prenaient, pour fixer le prix, ils partaient de ta rentabilité, ils en déterminaient un prix. Et ça devenait assez hallucinant. Enfin, les prix pour des petits commerces là de 40 jusqu'à 80 mètres carrés, ça devenait hallucinant. C'est-à-dire que ça n'avait plus aucun sens quoi par rapport à l'habitation. Clairement. En fait, si tu veux, la commercialité, elle a une valeur. Exactement. Mais avant, ils n'étaient pas au courant. Mais maintenant, après, ils ont fini par l'être. Bien sûr, parce que la commercialité, elle a une valeur. C'est une valeur qui n'a fait qu'augmenter. Donc, tu as des quartiers dans Paris où la commercialité, elle vaut 1 000 euros, des quartiers où elle vaut jusqu'à 8 000 euros du mètre carré. Emplacement premium. Emplacement premium, plus, tu vois. Donc, en fait, quand tu achètes un actif commercial, tu as la partie, disons, un actif commercial à 12 000 euros du mètre carré, tu peux avoir 10 000 euros pour le foncier et 2 000 euros de commercialité. C'est ça. Et la mairie de Paris a resserré les règles de compensation. Donc, avant, tu pouvais le faire dans tout Paris, de compenser et d'acheter de la commercialité à quelqu'un qui en vend. Aujourd'hui, tu dois le faire dans ton quartier, même plus dans ton arrondissement. Avant, c'était dans tout Paris, après dans l'arrondissement, et maintenant, ils ont coupé les arrondissements en 4. Donc, c'est par quartier. Donc, si tu veux, pour trouver quelqu'un qui te vende la commercialité dans ton arrondissement, la même surface dont tu as besoin, c'est mission impossible. Et c'est pour ça que le prix s'est envolé. Ouais. Et bizarre, enfin, et aujourd'hui, où on est dans une période où effectivement, le bureau se vendrait mal, moi, je vois pas de baisse de prix, perso. Alors. Ou très peu. Nous, on commence à avoir une baisse de prix. Je l'attends, j'attends que ça pour acheter des bureaux. Alors, on commence à voir la baisse de prix dans les valeurs locatives des bureaux. Ça, oui. Tu vois, des choses qu'on voyait à 650, 700, 750 euros du mètre en loyer par mètre carré par an. Aujourd'hui, on les voit à 400, 450. Donc déjà, ça a pris 20-25% de décote. Et je pense que très naturellement, c'est classique hein, quand les valeurs locatives baissent. Peu de temps après, les prix d'achat baissent. Donc, on pense qu'il va y avoir une baisse des prix sur le bureau. Et donc là, il y a une très bonne fenêtre pour rentrer dans le marché. Il va avoir, et surtout, vu les conditions de crédit qui se resserrent, il va avoir une fenêtre encore plus profonde pour rentrer dans le marché à des prix qui vont être bien plus décotés qu'en 2019. Ouais. Tu vois, clairement. Non, je pense qu'il y a quelque chose à jouer. On attend clairement le bon moment, quoi. Bon, 2021, là, on n'a pas eu le 3e confinement, enfin pas pour l'instant, on croise les doigts. On croise les doigts. On devrait finir par en sortir, je pense, cet été, potentiellement. Ou lâcher la bride. Personne ne sait, mais... Personne ne sait, mais bon, il faut... Enfin, je pense que vous commencez à vous projeter, quoi. On est obligé de se projeter. En fait, si tu veux, nous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est déjà, dans votre état d'esprit, enfin, là, tous les 3 associés, vous voyez comment l'avenir, enfin, l'avenir, en tout cas, de la location saisonnière à, je sais pas, à 6 mois, enfin, cet été, quoi. On parle de la société de gestion, on parle de Check My Guest, si tu veux. Déjà, on a levé des fonds 6 mois avant la crise du Covid. Ouais. Donc, on n'a pas de problème de cash, et ça, il n'y a pas de sujet. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette période? On a continué à opérer. Donc, tu as plein d'acteurs qui se sont dit, moi, je me mets en sommeil, je mets tout le monde au chômage partiel, je serre les dents et j'attends qu'on passe le mauvais moment. Nous, on a continué à opérer, on a licencié personne. Évidemment, on a mis une partie des équipes au chômage partiel, mais parce qu'il y avait une baisse d'activité. Et faut vraiment, pour le coup, prendre conscience de la chance qu'on a de vivre en France. Je pense que la réponse économique, elle a été colossale pour le secteur du tourisme, de la restauration, de l'événementiel. Entre PGE, chômage partiel et fonds de solidarité, c'est un triptyque qui a sauvé des centaines de milliers de boîtes de la faillite. Donc ça vraiment, faut le dire, on sait se plaindre assez facilement. Ouais, faut France, aussi reconnaître quand même. La réponse de Bruno Le Maire, de ses équipes et du gouvernement, niveau économique, elle est extraordinaire. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, nous, à l'heure qu'il est, on est, comme je t'ai dit, à des taux de remplissage qui sont corrects. On attend que les prix remontent maintenant. C'est quoi qui fait, enfin, la baisse de prix, elle est expliquée par... La baisse de prix, elle est expliquée par une baisse de demande, tout simplement. Une baisse de demande, ok. Une baisse de demande, on n'a plus de touristes internationaux. Voilà, tu sais que j'allais en venir là-dessus, c'est ça. Beaucoup plus compliqué. Alors, quand t'es extra-européen, c'est quasi impossible. On a encore quelques touristes européens, notamment des voyageurs d'affaires, tu vois, des Espagnols, des Belges, des Italiens, des Suisses, qui viennent encore dans nos appartements, mais ils sont passés de 35%, si tu veux, de notre mix de voyageurs à 15%. Et on a beaucoup de Français. Donc on a des Marseillais qui ont envie de faire un week-end à Paris, des Lyonnais qui doivent voir de la famille, enfin des gens qui ont un besoin de venir à Paris. Nous, 85% de notre parc, il est à Paris. Donc ça, c'est pour Paris, on espère qu'avant l'été, on sortira
on sortira de la crise et pour reprendre une activité normale début 2022. Voilà, c'est l'idée. Avec des étrangers qui reviennent, avec une bonne partie de la population qui est vaccinée et un Covid qui est derrière nous. Ouais. Voilà, plus sympa avec nous. Mais au final, on se rend compte que c'est peut-être un peu la demande étrangère qui fait que les prix augmentent prix à l'annuité. Bien sûr, demande étrangère, bien sûr. Européen et extra-européen, c'est sûr, c'est évident. Et quand je fais le parallèle par rapport à l'hôtellerie, parce qu'au final, on est, là, avec maintenant la professionnalisation du Airbnb, vous êtes hôtelier autant que... Nous, on appelle ça de l'hôtellerie décentralisée. C'est ça. C'est complètement. On a une licence hôtelière. Ouais. C'est de l'hôtellerie horizontale, quoi. C'est ça, horizontal. Faut courir un peu plus de la chambre 1 à la chambre 2, mais c'est effectivement à peu près ça. Moi, je vois le prix des hôtels, il n'y a pas tant baissé que ça. Enfin, tu sais, avec maintenant, en cette période, moi, on cherche par exemple à me reposer, à penser à autre chose que le Covid, etc. Je cherche des hôtels. Alors, il y a le principe du staycation, quoi. Ouais, bien sûr, staycation. Très bonne app. Ouais. Cool, ouais, c'est un très bon truc, mais du coup, on cherche des hôtels, effectivement, c'est pas facile de trouver des hôtels qui sont ouverts et qui proposent une expérience complète avec, piscine, etc. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est que les prix de l'hôtellerie, eux, n'ont pas baissé. En fait, c'est simple. Un hôtel, il a des coûts fixes. Donc, il peut pas baisser ses prix 50%, c'est pas possible pour lui. Parce que il a la personne à l'accueil, il a les femmes de ménage qui sont salariées, il a potentiellement un room service, donc il a forcément un prix plancher. Nous, on n'a que du coût variable, en fait. À part évidemment les collaborateurs de Check My Guest qui sont au bureau, mais qui gèrent plusieurs centaines d'appartements. On n'a pas de coût fixe par appartement. Ouais, je comprends. Comme tu sais, les frais de ménage sont payés par le voyageur. Donc, s'il n'y a pas de séjour, il n'y a pas de frais de ménage. Donc, nous, on a pu baisser les prix pour justement être à des taux de remplissage élevés, ce que ne peuvent pas faire les hôteliers. Ouais, parce qu'au final, c'est un calcul. Est-ce que vaut mieux louer, tu vois, à plein tarif et moins souvent, ou est-ce qu'il vaut mieux louer, enfin, tu vois, le taux de remplissage aujourd'hui des hôteliers, il est de 25-30%. Donc, on sait très bien, malheureusement, et on est tous très contrariés de ça. Ils s'en sortent pas à ce taux de remplissage-là. Donc, nous, on a pris le pari de rester ouvert pour nos investisseurs. Parce qu'il y avait quand même des rentrées d'argent. Oui, il y avait quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire. Ce qu'on a fait, on a essayé aussi de se réinventer. Donc, déjà, on a commencé à gérer de la moyenne durée. Donc, comme tu sais, il y a le bail mobilité, des locations entre 1 mois et 10 mois, sur de l'habitation, le bail mobilité qui a été introduit dans la loi Elan. C'est quelque chose qu'on a commencé à gérer. Et on a une très forte demande. Parce que il y a, t'as un appartement qui est refait à neuf, t'as pas de dépôt de garantie, t'as pas de caution de tes parents, etc. Tu viens, tu mets ta carte bleue, tu restes 2 mois, 3 mois, 6 mois, t'as une mission à faire, un stage, etc. Donc on s'est plugué, si tu veux, on s'est mis en relation avec toutes les plateformes de location moyenne durée. Donc ça a permis de faire remonter le taux d'occupation. On a fait du bail mobilité, du bail code civil, et on a développé tout récemment Check My Guest Work. Donc Check My Guest Work, je sais pas si tu as vu, on est passé c'était super, j'allais te poser la question juste après, mais ça c'est vraiment pas mal. Je vais te laisser l'expliquer d'ailleurs avec tes mots. Check My Guest Work, en fait, on est parti du constat suivant, c'est que quand tu as 2 parents qui sont en télétravail avec les enfants, c'est la merde. Ça devient ça devient très compliqué. Ouais. Et donc nous, on avait des appartements vides. On avait 40% des appartements qui étaient vides, donc on s'est dit, est-ce qu'on les met pas à disposition de boîtes, de startups, de collaborateurs, de freelance, pour pouvoir travailler, faire des petites réunions d'équipe, parce que tu vois, on a pas mal de startups, par exemple, qui nous ont demandé, nous on a des bureaux de 300 personnes en open space, c'est pas possible avec le Covid, mais on a notre petit pôle tech de 5 personnes qui veut se réunir pendant 1 semaine sur une mission précise. Est-ce que vous avez pas un appart pour ça? Et donc là, on a commencé à transformer les apparts dès qu'on avait une demande, en mettant des bureaux, en remplaçant les lits par des bureaux, par des canapés, par des espaces de travail. Et ça a très bien fonctionné. On a lancé ça il y a 1 mois et demi, on a eu énormément de demandes. C'est le WeWork réinventé. C'est le WeWork un peu décentralisé. Réinventé. Ça a été un gros point de diversification. Et là, récemment, je peux te l'annoncer, là, on a signé un partenariat avec Marriott. Marriott lance aussi sa plateforme de location court terme. Ouais.
Et en fait, Marriott, on s'imagine pas, mais c'est 135 millions de clients. Donc c'est énorme. Et donc on est le plus gros pourvoyeur d'appartements sur la plateforme Marriott à Paris. Voilà, donc c'est pas mal et ça nous a donné encore un nouveau canal pour remplir les appartements et pour donner de la rentabilité à nos investisseurs. Donc la période est complexe, mais il faut se réinventer, il faut trouver de nouvelles solutions et de nouveaux usages. Une question, pas piège, mais une question quand même. Vas-y. C'est quoi une bonne conciergerie ? Pour moi, une bonne conciergerie, c'est une conciergerie complètement intégrée. Ouais. Toi, t'es investisseur, tu sais pas faire du Airbnb, mais t'as envie d'en faire. Tu nous appelles. Alors, on peut te présenter des agents. On peut te présenter donc des appartements directement. Donc, on t'aide sur le sourcing. On peut visiter avec toi des actifs. Te dire, oui, ils sont éligibles, ils sont pas éligibles, juridiquement, ça va pas. Une fois que tu as signé, on te fait les plans. Donc, on a des archis en interne qui optimisent les appartements. Et comment on optimise les appartements ? C'est grâce à nos data. Parce qu'en fait, tu me donnes une rue dans Paris, une adresse dans Paris, à 500 mètres à la ronde, je te trouve un appartement qu'on a dans le parc. Donc, je te dis, est-ce qu'il fonctionne ? Pourquoi il fonctionne ? Quelles sont ses notes ? Comment tu l'optimises ? Et nous, plus un appartement il est optimisé, plus on gagne notre vie parce qu'on prend une commission de gestion sur les loyers. Oui, bien sûr. Donc, on a tout intérêt à ce que l'appartement il soit bien construit, bien constitué, oui. Bien réhabilité. Il y a même des investisseurs qui nous demandent, en fait, faites-moi les travaux. Moi, je sais pas faire des travaux. Allez-y. Donc, on fait des travaux clés en main. Et on va jusqu'à la décoration. On peut te mettre, on a l'habitude de dire ça, les fourchettes dans les tiroirs. Les fourchettes dans les tiroirs. Les fourchettes dans les tiroirs. Donc, tu n'as strictement rien à faire et ton appartement est mis en ligne. Et derrière, bien sûr, on opère. Donc, pour moi, la conciergerie, une bonne conciergerie, c'est une conciergerie qui est intégrée, qui peut t'accompagner de A à Z sur ton projet immobilier. Ok. Pour moi, une bonne conciergerie, c'est une conciergerie qui est intégrée. Ouais. Et c'est une conciergerie qui met aussi la techno un peu au milieu de la gestion. Ok. Quand je te dis ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a envie d'avoir des logements les plus connectés possibles. On développe, par exemple, des capteurs de température pour pouvoir réguler le chauffage avant l'arrivée d'un client, pour pouvoir l'éteindre à sa sortie, pour pouvoir éteindre les lumières, par exemple, à distance, pour réduire la consommation des logements. Je t'ai parlé des capteurs de bruit la dernière fois, tout à l'heure, et des capteurs d'inondation. Demain, il y a une fuite quelque part, on sait tout de suite, on est averti, on envoie directement un gars de maintenance en préventif avant que ça soit le désastre. Donc, on fait un énorme effort sur la techno pour avoir un vrai carnet de santé de l'appartement, parce qu'il y a un très fort usage dans la location courte durée. Tu vois, quand on a une durée moyenne qui est de 3-4 jours, ça fait beaucoup de monde quand tu as un gros taux d'occupation, donc beaucoup de passages et beaucoup d'usure. Et on veut prévenir cette usure. Et une conciergerie qui fait pas ce travail, à la fin, tu retrouves ton actif qui est complètement qui est saccagé, quoi. Donc, c'est crucial pour nous. Et aujourd'hui, les retours sur des appartements qui ont plusieurs années, ça s'use plus vite au final ou pas ? Clairement, ça s'use plus vite. Ouais. C'est pour ça qu'on a intégré la maintenance et le ménage. Parce que le ménage, il nous permet, les gens qui font le ménage chez nous font l'état des lieux, et dès qu'il y a le moindre problème sur un mur, une ampoule qui va pas, quelque chose qui est cassé, ils nous avertissent, ils prennent la photo, c'est envoyé directement à notre équipe maintenance qui va réparer les apparts dans la journée. Et en fait, ça permet de jamais avoir d'usure. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème de peinture, de moisissure, de fuite, de quoi que ce soit, on envoie notre maintenance. On a intégré ces gens-là, donc on a 3 camions Check My Guest qui tournent dans Paris et qui font chacun 10 interventions pour justement avoir une qualité d'appart qui décroît pas avec le temps. Ok. Bon, écoute, c'est parfait. On a potentiellement répondu à pas mal de questions sur la location saisonnière et puis comment l'appréhender pour les prochains mois. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années ? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter ? Déjà, c'est d'avoir un Covid très loin derrière nous et une situation sanitaire la plus clean possible pour les prochaines années, et évidemment un retour à la vie à Paris, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde a envie de profiter des terrasses, d'aller au resto, de sortir, et d'accueillir aussi des gens de l'étranger qui viennent visiter, pour moi, la plus belle ville du monde. Donc ça, c'est vraiment crucial. Et pour l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter ? C'est de continuer cette mission de professionnaliser cette classe d'actifs, de la faire connaître à des investisseurs, notamment institutionnels, qui ont un peu un retard là-dedans parce qu'ils n'ont pas forcément pris cette vague. On entend tellement de choses dans les médias sur le Airbnb, dans la presse, et en fait, quand on rentre clairement dans la réglementation, on s'aperçoit qu'il y a un angle. Si on respecte les conditions, si on fait sa demande préalable de changement de destination, on est dans les clous.
Et donc, demain, il peut y avoir des institutionnels, et il y en a déjà, on en accompagne déjà, mais il peut en avoir plus, qui nous font confiance pour gérer leurs actifs et inclure une poche de rendement dans leur mix d'actifs, quoi. Ok. Bon, maintenant t'es passé sur Club Deal. La dernière question que je pose tout le temps, c'est est-ce que tu connais quelqu'un que tu aimerais entendre sur ce podcast qui pourrait nous parler d'immobilier, d'investissement locatif ou d'investissement tout court? Alors, c'est la question fatale. La question fatale. Alors, je vais te donner le nom. Je vais te donner le nom de Michael Benabou, qui est le fondateur de Vente Privée, un des fondateurs de Vente Privée, et qui a vendu ses parts dans Vente Privée il y a quelques années, et qui a réalisé vraiment de très très belles choses dans l'immobilier, dans l'investissement, déjà dans les startups. Moi, j'adore investir dans les startups, et je pense que je trouve son engagement pour redistribuer dans des startups et les faire grossir, enfin, je trouve ça extraordinaire. Et pareil, cet investissement et cette intelligence d'investissement, il l'a mis aussi dans l'immobilier avec des projets assez incroyables. Et donc, c'est quelqu'un que tu peux recevoir. Il a monté son family office, la financière Saint-James. Il a accompli de belles choses, donc très inspirant. C'est un peu un modèle pour moi aussi. Allez, voilà. Bah écoute, avec grand plaisir en tout cas. J'attends ces coordonnées avec ça impatience. Je te donne ça. Ça marche. Bah écoute, je te souhaite très bonne journée à toi. Merci pour cette interview et puis à très bientôt sur Club Deal. Merci à toi. Merci Loïc. Ciao. Bravo, vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Si son contenu vous a plu, n'hésitez pas à noter, commenter et partager le podcast Club Deal à au moins 3 de vos connaissances. C'est grâce à votre soutien, à votre fidélité, bref, grâce à vous, que Club Deal prend autant d'ampleur et pour cela, je tenais à vous remercier du fond du cœur. Si l'idée d'investir dans l'immobilier vous plaît, mais que vous n'avez pas le temps ou tout simplement si vous avez peur de vous lancer, n'hésitez pas à sauter le pas et contacter ImmoCities. ImmoCities, c'est la solution d'investissement locatif clé en main qui vous permettra de dormir sur vos 2 oreilles. Recherche de biens rentables, conception, travaux, mise en location, toute la team ImmoCities saura vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet et ce, dans les plus grandes villes de France. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine pleine d'opportunités rentables et à très bientôt sur Club Deal.